Bonjour professeur. Tout d'abord, écoutez, je suis François David, l'organisateur du Festival du Livre de Marseille, avec l'association Parlez-moi d'un livre qui est dirigée par Laurence Guglielmo. On est très honoré que vous fassiez l'ouverture de ces 3 jours de conférence avec une quinzaine d'auteurs et la remise du chèque ce soir pour les blouses blanches du livre que nous avons édité après le confinement. Tout d'abord, personnellement, je voudrais vous remercier parce que je vais essayer de ne pas pleurer. J'étais hospitalisé dans votre service et vous m'avez sauvé la vie. C'est tout. Donc, je passe mon temps sur les médias à le dire et à vous soutenir. Merci, professeur, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir en présentiel pour une conférence que nous devions d'ailleurs organiser en novembre pour la sortie de ce livre. Je vous laisse avec Elsa Scherbit qui a travaillé, qui devait aussi vous faire cette interview. Et puis au plaisir de vous voir. Merci, professeur. Professeur Didier Raoult, bonjour et merci d'être avec nous pour l'ouverture de ce festival. La science est un sport de combat, c'est le titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions Humaine Science. Je vais résumer très rapidement votre livre. La nécessité à un moment de votre parcours professionnel de revenir longuement sur le concept de démarche scientifique au XXe siècle. Vous avez un fil conducteur avec un leitmotiv, je ne sais pas, donc la conscience de notre niveau d'ignorance et pour avancer une curiosité, une volonté permanente de réajuster nos connaissances. Professeur Raoult, est-ce que ainsi j'ai bien résumé votre état d'esprit quand vous avez voulu écrire ce livre ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, je pense que, je ne change pas d'avis dans la situation actuelle. D'abord, notre niveau de connaissance, notre connaissance est très faible. Nous découvrons des mondes entiers. Depuis que j'ai écrit ce livre, il y a des mondes entiers qui se sont révélés au XXIe siècle, qui représentent une partie du vivant inouïe que l'on n'apercevait même pas, et qui changent notre vie, et qui peuvent nous rendre malades, et qui changer notre équilibre. Et donc, il faut rester extrêmement modeste. Et en plus de ça, ceci est associé au fait que, la vitesse d'acquisition de la connaissance actuelle et la réticence à changer d'opinion des gens qui ont appris une chose, parfois il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'apprendre que d'autres. Donc, chez ceux chez qui c'est difficile, leur faire changer d'avis et d'opinion est plus difficile que les autres. Moi, je m'en fiche parce que j'ai passé mon temps à faire de la recherche et donc j'ai passé mon temps à changer d'opinion sur des choses. Et je commence souvent les cours que je donne aux plus jeunes en leur disant, voilà, il faut que vous sachiez, je ne viens pas vous apprendre la vérité et ce que je vous dis n'est pas vrai. C'est ce que je pense savoir à ce moment-là. Et encore, je ne peux pas tout vous dire parce qu'il faut commencer par des choses qui sont simples mais qui ne sont pas exactes pour qu'on commence, on creuse par la surface. Et petit à petit, on va de plus en plus loin. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je présume que c'est aussi l'épidémie de coronavirus qui a déclenché votre volonté d'écrire noir sur blanc tout ce qu'on vient d'expliquer ensemble. Vous dites, et là je vous cite, que notre plus grande erreur face à cette épidémie a été l'aveuglement. Vous signez, persistez. Et est-ce que cela continue aujourd'hui avec cette deuxième vague? Est-ce que le mot d'aveuglement est toujours juste? Oui, c'est un aveuglement terrible. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je vous dis. Les humains ont des difficultés à apprendre, pas les enfants. Les adultes pensent qu'ils savent, les enfants ont conscience qu'ils ne savent pas. La plupart des adultes n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas. Par exemple, tous les plans qui ont été pris en Europe ou aux États-Unis pour une maladie qui leur était totalement inconnue, plutôt que de se jeter sur ce qu'avaient fait les Chinois, qui étaient les seuls à connaître la maladie, ils ont pris un modèle qui était celui de la grippe en 2017, écrit par le CDC, qui est l'espèce de mec scientifique de la médecine actuellement en Europe. Et qui était complètement faux parce que le Covid ne ressemble pas du tout à la grippe. Et donc, toutes les erreurs qui ont été faites, toutes les programmations qui ont été faites, tous les choix qui ont été faits en fonction d'une maladie qui n'était pas la bonne. C'est comme si on vous disait, écoutez, je vais vous traiter la conjonctivite comme le corps au pied. C'est aussi bête. Et donc ça veut dire que
l'humilité qui consiste à dire je ne sais pas ce que c'est que cette maladie et je vais passer le temps nécessaire pour pouvoir l'examiner, pour pouvoir voir ce que sont les spécificités. Et on a fait très grosses erreurs parce qu'on n'a pas pris ce temps de l'observation. Oui. Je peux même vous dire, quand même, les plus grands essais thérapeutiques faits dans les pays occidentaux ont été faits sans rendre nécessaire le fait d'avoir un test diagnostique avant d'inclure un malade dans un essai, ce qui est inouï. Donc, il y a une ignorance crasse dans la décision, et en particulier face à des situations où tout le monde, par définition, est ignorant. Il y a ceux qui acceptent d'être ignorants, qui sont humbles, qui ne prédisent pas l'avenir et qui regardent, qui observent avant d'avoir des opinions et avant d'avoir des stratégies. Et c'est bien entendu ce que j'ai essayé d'expliquer, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Absolument. Et puis, ce que vous dites aussi, c'est on mêle souvent dangereusement la réalité des choses avec l'émotion. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Que parfois, on cède à cette émotion au lieu de rester cartésien? Je ne sais pas, moi je ne suis pas cartésien, donc je ne sais pas ce que c'est qu'être cartésien. Enfin, cartésien, en tout cas, on ne s'en tient pas aux données. L'émotion vient aussi perturber la prise de décision? Sauf ce avec quoi je suis d'accord de Descartes, ce que tout le monde oublie, ça aussi c'est de l'ignorance encore, c'est que Descartes commence par dire dubito ergo sum, c'est-à-dire je doute donc je suis. Et ensuite, cogito ergo sum, c'est parce que je doute que je pense. Si on ne doute pas, si on n'a pas de doute, on n'a pas besoin de cerveau. On suit les autres comme des moutons. Et le doute, le scepticisme, c'est la base même de la connaissance et de la science. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, vous avez vu que c'était devenu, puisque certaines prises de position scientifiques sont devenues des religions, et si on n'accepte pas un doute sur cette religion, le scepticisme devient une insulte, c'est l'hérésie, le scepticisme. Et donc, on voit bien la transformation de la science en devenant un objet de pouvoir et un objet de religion, dans lequel, si tu ne me crois pas, tu es un hérétique, ce que tu fais est épouvantable. Et donc, bien entendu, à côté de ça, les situations de cette nature, en particulier, plus on est ignorant, et plus on se leurre soi-même en pensant qu'on va pouvoir régler les problèmes sans les étudier, plus on est anxieux et plus on est nerveux. Et plus l'émotion. Globalement, c'est un phénomène médical. Vous savez, la meilleure lutte contre l'angoisse, c'est l'action. Absolument. Alors, votre livre, bien sûr, nous, on a commencé en parlant de ce qui se passe en ce moment, mais c'est bien au-delà de ça. C'est une autobiographie scientifique que vous nous livrez et vous nous révélez des informations personnelles sur vous, ce qui est assez rare. Vous dites que vous êtes devenu scientifique par hasard. Je crois quand même que ça mériterait quelques explications pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. De toute manière, je ne sais pas si vous voulez faire la part du hasard et du destin. Je ne peux pas dire que je voulais être professeur de médecine quand j'avais 10 ans, que je voulais être un chercheur quand j'avais 15. Donc tout ça ne résulte pas d'un choix conscient. Le chemin qui s'est passé, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'était mon destin. Et puis, j'ai d'ailleurs tâtonné, essayé d'échapper à mon destin pendant 3 ou 4 ans. Et mon destin n'a pas été d'accord. Il s'est imposé à vous. C'est mon destin qui est gagné. Mais vous aviez d'autres passions. Moi, j'ai appris votre appétence pour la littérature, pour la philosophie, pour la créativité. Et c'est ça aussi, j'ai l'impression, qui vous inspire quotidiennement. Ça vous est nécessaire pour avancer, professeur Raoult? Je pense que, si vous voulez, dans la recherche, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. Dans la recherche, bon, je crois que les gens qui sont des chercheurs, qui sont des trouveurs, j'entends, les gens qui découvrent des choses, sont des gens qui ont un mélange. D'abord, il faut être créatif. La créativité, ça va avec une curiosité d'enfant. Et donc, il faut, je m'excuse de vous dire ça avec la tête que j'ai, mais il faut garder une curiosité d'enfant pour être un chercheur. Si vous perdez la curiosité et que vous commencez à devenir dogmatique et que vous commencez à essayer d'imposer aux autres une manière unique de penser, si vous ne faites plus de la recherche, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est d'ailleurs les limites parfois entre la recherche et la religion sont difficiles à cerner. L'autre chose, c'est que c'est un sport de combat. C'est-à-dire que
Dans la recherche, il ne suffit pas de trouver. Après, il faut trouver, il faut savoir écrire, savoir mettre des choses en forme. Il faut que les gens acceptent de vous publier, ce qui est très difficile en général quand vous trouvez quelque chose de nouveau, parce que personne n'est compétent pour faire ce que nous on appelle la peer review, c'est-à-dire la revue par les pairs d'un domaine qui n'existe pas, ne peut pas être faite. Personne ne peut reviewer un domaine nouveau. C'est impossible. Et donc, c'est toujours un combat. C'est rarement dans les très grands journaux que les grandes découvertes sont rapportées, parce que les très grands journaux ont un cycle qui est très, très, très organisé et qui ne permet pas l'ouverture sur les choses nouvelles. Et ensuite, même quand vous l'avez publié, parfois il faut se battre pendant des années pour que l'on accepte que ce que vous disiez était exact. Moi, j'ai eu cette expérience que je raconte sur la peste. C'était inouï, quelque chose de très simple. Nous, on savait très bien que la peste, c'est dû à Yersinia pestis. On a été les premiers à faire du diagnostic de maladies anciennes, paléomicrobiologie. On a pris les dents parce que je savais que les os étaient contaminés, puis j'avais un jeune dentiste qui travaillait avec moi. On a mis ça en évidence sur un charnier de peste de Marseille. Ah, ça nous paraissait très simple. Mais comme il existait un mythe terrifiant, donc les gens adorent être terrifiés, disant que la peste du Moyen-Âge était due aux fièvres hémorragiques, que c'était Ebola. Il y a des gens qui faisaient des best-sellers, il y a des programmes scientifiques. Il a fallu 15 ans pour que tout le monde finisse par dire que c'était vrai. Et celui qui a publié ça dans Nature n'a cité aucune des 17 publications qui avaient été faites avant eux, et Nature l'a pris comme ça. Donc vous voyez, on est au milieu de tricheurs, de gens qui manipulaient Wikipédia en disant qu'on avait contaminé ça. C'est pour ça que vous voyez que la crise actuelle m'émeut pas plus que ça, parce qu'il y a eu, dès que j'ai commencé à trouver des choses qui étaient distinctes, je me suis fait insulter, engueuler. Quand j'étais jeune, c'est mon patron à qui on disait... Dès votre internat, vous le racontez, dès le départ. Et dès qu'on trouve quelque chose, et je dis souvent aux jeunes qui sont heurtés, comme ça, quand ça arrive pour la première fois, je dis, tu sais, si ça n'arrive pas, oui, c'est que c'est pas important. Si ça ne suscite pas de réaction antagoniste, c'est que ce que tu fais n'est pas important. Voilà. Bon, donc ce que vous faites doit être important, parce que ça a quand même souvent déchaîné des... Bon, ça, c'était juste entre parenthèses. Mais moi, quand je parlais de votre appétence pour toute la littérature, je me suis rendu compte dans ce que vous racontez. Par exemple, vous citez souvent Isaac Asimov, vous citez Derrida, Nietzsche, Kafka, et que vous avez besoin d'aller vérifier par vous-même ce qu'on vous dit d'un livre ou ce qu'on vous dit d'une œuvre. On vous dit c'est un grand philosophe, c'est un grand écrivain, mais vous avez toujours eu envie d'aller voir. C'est ça que j'ai aimé aussi apprendre sur vous. Oui, c'est moins comme ça. C'est un goût, honnêtement, j'avais le goût de la littérature, de la philosophie, bien avant d'avoir le goût de la médecine. Donc, moi, j'ai découvert le gai savoir quand j'avais 15 ans. Il m'a découragé jamais de devenir un philosophe parce que c'est tellement fulgurant que c'est honteux. On voit bien qu'on va pas... Ça va être difficile de faire mieux, oui. C'est honteux, c'est gênant. Quand on se heurte au génie comme ça, on est un côté émerveillé, un côté découragé. Mais enfin, il ne s'est pas passé une année sans que je lise un livre que je relise. J'ai lu à peu près tout ce qu'il avait écrit, y compris tout ce qui était posthume. Donc, bien entendu, il y a une fulgurance là qui est inspirante, qui montre en plus, de mon point de vue, que la vie n'est pas cohérente, c'est pas linéaire, qu'il y a des influences multiples sur notre propre vie. Il n'y a pas une influence unique. Donc, c'est extrêmement important. Et l'autre élément que n'a pas Nietzsche, que j'ai retrouvé chez d'autres philosophes, chez Borges, ou chez Kafka, ou chez Baudrillard, que j'aime beaucoup aussi, c'est l'existence de plusieurs niveaux de la vie. C'est-à-dire, il y a, en Kafka, vous voyez bien, dans le procès, à un moment, il y a un chemin en haut, puis un chemin en bas, et le chemin en bas est très long, le chemin en haut est très court, et vous vous demandez comment physiquement c'est possible, mais la vie est vraiment comme ça. Ouais. Et donc, comme là, actuellement, le monde digital et le monde, on voit bien dans cette crise, il y a un monde digital, c'est entièrement factice, et puis un monde réel où là, le malade, il faut s'en occuper, il faut leur donner les médicaments, on ne peut pas dire ça n'existe plus, les malades. On peut pas dire on va tout arrêter en appuyant sur un bouton, on confine, il n'y en a plus, on déconfine, tiens. Donc, on voit bien là qu'il y a des mondes, moi je le perçois bien, donc ça s'accélère du fait du monde digital et de la communication entre les émotions des responsables entre eux. Il existe un monde alors, un des éléments importants, c'est que moi, je continue à croire en la pratique, c'est-à-dire que le contact avec le monde physico-chimique, ce qui n'empêche pas de réfléchir,
mais on ne peut pas remplacer le monde physico-chimique par l'intelligence artificielle. Les gens qui croient ça, mais c'est pas vrai. Voilà. Le reste, le monde physico-chimique, les malades, sont tous différents, sont compliqués, il faut s'occuper d'eux, il faut les rassurer, il faut les observer. Vous voyez, donc ça, toute la part humaine de votre travail, toute cette dimension humaine qui reste extrêmement importante. Dès le premier chapitre de votre livre, bien sûr, vous rappelez votre champ de compétences, le domaine de l'évolution de la vie, maladies infectieuses, microbiologie. Mais vous dites aussi, ça m'a, dès le début de votre livre, je me dis, tiens, mais pourquoi écrit-il ça? Vous dites, je ne suis pas un prophète. Vous ne voulez surtout pas que les gens vous voient comme ça? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, c'est le besoin de connaître l'avenir, et vous le voyez bien, hein, dans le conseil scientifique actuel, je crois qu'il y en avait 2 sur 10 qui étaient des prophètes quand même. Hein. Donc, si vous voyez bien qu'il y a un besoin de prophétie qui est intrinsèque à l'homme, qui fait que, mon Dieu, les Romains regardaient le vol des oiseaux et les viscères des animaux qui coupaient pour savoir ce qu'allait être l'avenir. Les astronomes arabes ou iraniens rapidement ont été obligés de faire aussi de l'astrologie pour les gens qui étaient leurs responsables politiques. Il y a toujours un mélange et vous voyez bien que moi, à mon époque, ma grand-mère, c'était les tireuses de cartes. Je sais pas, maintenant, vous voyez, à un moment, j'ai l'impression que ça diminue un peu, mais à un moment, quand je voyais un magazine féminin, je voyais qu'il y avait au moins 4 manières de prédire l'avenir, la numérologie, l'astrologie chinoise, l'astrologie par mois, par année. Et donc, ce besoin de connaître l'avenir est quelque chose, bien entendu, qui est très angoissant et qui est très... voilà, les gens veulent connaître l'avenir. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'on prédise l'avenir. Dans les systèmes complexes, je ne crois pas du tout. Je suis extrêmement sceptique. Je ne suis pas déçu. Hein. Je n'ai pas... Alors parmi, il y a 100... C'est comme les courses de chevaux ou le poker. Hein. Parmi tous les gens qui jouent, il y en a un qui gagne. Hein. Mais, mais celui qui gagne une fois, ça ne veut pas dire qu'il gagnera le coup d'avant. Mais ce en quoi je crois, c'est l'observation précoce. Donc, l'observation précoce peut révéler des mouvements, si vous voulez, qui sont... Vous voyez, dans cette maladie, par exemple, si on regarde maintenant a posteriori, au bout d'un an, personne ne pouvait rien prédire parce qu'il y a 3 types d'épidémies complètement différentes qui n'ont pas la même forme. Et donc, personne ne pouvait dire elle va avoir cette forme-là, puisque ce n'est pas vrai. Il y a des épidémies à une bosse, il y en a à 2 bosses, et il y en a qui ont été continues. Donc, personne ne peut prédire ça. C'est en plus une nouvelle maladie. Déjà, les anciennes, on n'arrive pas à prédire. Pas toujours. Et les nouvelles, il faut être complètement fou pour le croire. Mais il n'empêche qu'on est complètement alimenté par ça. Et que c'est difficile d'y résister. Vous voyez, il y a 15 jours, on disait, mais peut-être qu'il y aura 400 000 morts. Et puis là, on est revenu. Il n'y en aura plus du tout. On n'en sait rien du tout. Il faut lutter au jour le jour, rester disponible, attentif, et avoir les marqueurs les plus précoces pour voir quelle est la tendance qui apparaît. Et la tendance qui apparaît, eh bien, parfois elle se poursuit, parfois elle ne se poursuit pas. Voilà. Et donc, je suis très hostile, pour ça qu'on m'a dit que j'étais climato-sceptique, mais je ne le regrette pas, parce que si vous regardez les prédictions d'Al Gore, tout le monde rigole. Enfin, faut regarder ça, parce qu'on croirait que c'est un film comique, quoi. C'est pas vrai. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements qui se passent. Il y a des changements qui se passent, il faut être attentif, c'est pas la peine de pourrir l'endroit où on vit, c'est évident. Mais de là à faire des prédictions en vous disant, écoutez, bientôt on va tous être noyés et il n'y aura plus d'ours blancs, tout ça, c'est des spéculations. Vous ne vous avanceriez pas, donc, professeur Raoult, aujourd'hui, pour donner une perspective sur ce virus. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'on attend toujours, même si vous... Bien évidemment que vous ne voulez pas être un prophète, et ce n'est pas ce qu'on attend de nos professeurs de médecine, mais c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir une visibilité. Et quand on vous pose la question aujourd'hui, vous répondez quoi? Qu'est-ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir? J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, c'est l'ignorance. Et oui, c'est ce qu'on disait au début. Et donc, si vous voulez, les gens qui sont avec moi savent bien ça. La première réponse que j'ai la plupart des questions, c'est je ne sais pas. Il existe des fois où j'ai une opinion. Je distingue ce qui est mon opinion de ce que je crois savoir, hein, même si c'est une illusion de croire savoir. Mais en tout cas, la plupart du temps, je réponds je ne sais pas. Mais voilà, dans l'état actuel des connaissances, c'est plutôt ça que je penserais. Mais quant à l'avenir, alors j'en sais rien du tout. Hein.
encore une fois, je ne suis pas un faux prophète. La plupart des prophètes sont des faux prophètes. Il y en a très peu qui sont de vrais prophètes. Et vous l'écrivez dans ce livre très clairement dès le début. Alors, on vous suit bien sûr sur tout votre travail dans ce livre. On apprend beaucoup de choses, mais de façon très claire. Hein. Ça peut se lire, ça se lit vraiment comme un roman. On n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances médicales ou scientifiques pour vous suivre. Et vous nous expliquez que vous travaillez sur les bactéries, plus précisément sur les micro-organismes. Vous êtes un rickettsiologue. Je voudrais quand même que vous expliquiez rapidement ce que cela veut dire, ce que vous entendez par ce terme. Il existe des bactéries intracellulaires dont on ne savait pas trop si c'était au début de la microbiologie, si c'était des bactéries ou des virus. Et les virus, c'est ce qui vit. C'est pour ça que ce que j'ai fait a toujours été intermédiaire entre la virologie et la bactériologie. Les virus sont des parasites obligatoires et vivent obligatoirement dans les cellules, et les bactéries, au moins dans cette partie de l'histoire, on pensait qu'elles devaient vivre toutes seules. Et donc, ces rickettsi étaient des organismes un peu à part. C'est extraordinairement dangereux, les rickettsi, parce que c'est la bactérie du typhus, qui était une des maladies mortelles, et qui a été une maladie qui a donné des épidémies considérables. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse aux épidémies. Et j'ai eu d'ailleurs la chance, je me disais, tiens, c'est une mauvaise prédiction, encore une fois, je ne verrai jamais d'épidémie de typhus, et j'ai vu la plus grosse épidémie de typhus de la deuxième partie du XXe siècle, dont j'ai eu la charge, qui a été un grand moment de ma vie. Donc, les gens qui ont travaillé sur cette bactérie, parmi les gens qui ont travaillé sur cette bactérie, il y avait un chercheur qui s'appelait Ricketts, un chercheur américain, qui en est mort. Et puis, parce qu'on mourait beaucoup en travaillant sur la Ricketts, je vous rassure, on en meurt beaucoup parce qu'on sait comment le traiter. Et puis, le deuxième qui a travaillé là-dessus était un Allemand qui s'appelait von Prowadek, il en est mort aussi. Et donc, la Rickettsi typhus, la bactérie du typhus, a été appelée Rickettsia prowazekii. Comme ça, parce qu'on donne le nom des bactéries aux gens qui ont travaillé dessus. Et ça a permis à un très très grand prix Nobel que nous avons eu, qui est Charles Nicholl, de découvrir que cette maladie était transmise par les poux. Pour ça. Et si Ricketts l'avait cru, Ricketts ne serait pas mort, parce que Ricketts ne croyait pas que disait Charles Nicholl, il croyait que c'était transmis par les tiques. Et donc, il disséquait les poux sans faire attention. Et c'est comme ça qu'il a attrapé le typhus. Donc, ce n'est pas seulement la science. Il ne croyait pas son adversaire. Il aurait dû peut-être là-dessus. La science, ce n'est pas seulement un sport de combat, c'est aussi un sport dangereux. Hein, quand on vous entend, on entend ces deux personnes qui ont perdu la vie. C'était un sport dangereux. Ah oui, ça a été quand même aussi difficile. Vous parlez aussi des valeurs de notre société et vous regrettez que la valeur travail ait brutalement changé de statut à partir du 19e siècle. Je voudrais que vous nous expliquiez cette différence que vous faites entre cette époque et aujourd'hui sur la valeur travail. Si vous voulez, ça peut peut-être être éclairé plus dans ce livre. Je pense que je ne cite pas suffisamment Hannah Arendt. Mais je pense que c'est Hannah Arendt qui l'explique le mieux. C'est il y avait une valeur travail qui était l'homme qui fait, l'homme artisan, l'homo faber. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'homo faber. Je pense que c'est bien de faire quelque chose. Voilà. Et donc, quand on a le sentiment dans le travail d'avoir fait quelque chose, ça comble une partie de ce qui est nécessaire pour avoir l'estime de soi. Donc, je crois beaucoup à l'homo faber. Je crois qu'il faut faire des choses. Et on avance vers un monde dans lequel, si vous regardez la partie du faire dans notre siècle, va en diminuant de plus en plus. La partie qui prend une ampleur, c'est la transmission, le classement, et avec ça, se développe avec ça un sentiment d'inutilité, si vous voulez, qui va avec un état un peu dépressif de notre société, parce que quand même, ce qui compte, c'est l'estime de soi. C'est comment on acquiert l'estime de soi. Alors, il y a des gens qui peuvent... Moi, je n'ai pas de règles. Je ne dis pas que pour être heureux, il faut travailler 8 heures par jour ou 3 heures. Ou il faut prendre... Moi, je suis dans l'illégalité depuis tout... Je crois qu'on n'a pas le droit de travailler plus de 48 heures. Je n'ai jamais travaillé moins de 48 heures une semaine. Je m'en fous. Je suis dans l'illégalité, ce qui arrive. Mais parce que je suis content de le faire. Je n'ai pas d'obligation à le faire. Travailler comme les autres, ou comme ceux qui travaillent le moins, je gagnerai pareil. Donc, c'est pas... en particulier, ici, il n'y a pas de corrélation à mon niveau entre mon temps de travail et mon salaire. Donc, ce que chacun doit trouver, c'est l'estime de soi-même. C'est comment on trouve l'estime de soi. Si les gens trouvent l'estime d'eux-mêmes
en étant ermite, moi, ça ne me gêne pas. Mais beaucoup de gens ont besoin de faire pour avoir le sentiment, pour avoir l'estime de eux-mêmes. Et donc, je pense que cette partie-là, d'abord, ça a été l'industrialisation, la mécanisation des gestes, c'est Charlot, hein, c'est en là. Et puis ensuite, c'est même plus ça, c'est vraiment d'être juste sur un ordinateur, de pouvoir personne et de faire des liens. Je ne suis pas sûr que ça soit, ça donne la satisfaction de faire. Voilà. Je pense qu'il y a un grand problème avec le travail. Hein. Depuis, le travail est obligatoire pour tout le monde, ensuite la standardisation du travail et ensuite la standardisation du travail avec des métiers dont les gens ne sont pas sûrs que ce soient des métiers qui servent à quelque chose. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que bien sûr vous parlez de votre travail, mais vous parlez aussi de la société en général, du monde dans lequel on vit. Et quand vous défendez cette importance du travail, de la valeur de travail, c'était aussi important qu'on puisse parler de votre vision de la société. Il y a une théorie aussi que vous évoquez, j'aimerais bien que vous en disiez un mot, c'est la théorie de la dépendance au sentier. Oui, c'est pas une théorie du tout que j'ai faite moi. Hein. C'est une théorie non, bien sûr que non, mais que vous adoptez. C'est extrêmement difficile pour des tas de raisons. D'abord, c'est beaucoup ceux qui ont plus travaillé sur ce domaine-là, c'est les linguistes. Hein. Donc, qui ont amené la révolution linguistique. C'est-à-dire comme pour changer de manière de penser, il faut changer les mots. C'est ce qu'a fait beaucoup Derrida. Hein. Donc, sinon, si vous supprimez pas nègre de votre vocabulaire, vous aurez dans les moments de colère recours à quelque chose qui est une qualification raciste, même si nègre, ça ne veut jamais dire que noir, c'est issu du latin. Mais le terme a pris une signification, un sentier, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas vous débarrasser, donc il faut l'éliminer, sinon vous restez dans le sentier. Et donc c'est vrai pour à peu près tout, y compris sur le plan économique. Vous voyez, vous ne pouvez pas décider de changer brutalement une organisation sociale, parce que si vous changez cette organisation sociale, derrière, il y a des humains. Qu'est-ce que vous en faites? Vous ne pouvez pas les jeter à la poubelle. Ce n'est pas des jeux vidéo, tout ça. Vous voyez, c'est des humains qui ont des habitudes. Vous voyez, quand vous les fermez, il y a des milliers de gens qui n'ont plus de travail, qui ne savent pas faire autre chose. Comment on fait? Donc, les engagements qui ont été pris constituent des lignes d'où il devient extrêmement difficile de sortir. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les changements sociaux passent souvent par des phénomènes critiques extrêmement importants, la guerre ou les révolutions, qui seuls permettent de sortir des sentiers qui sinon continuent à évoluer dans le même sens, comme une boule de neige qui grossit petit à petit, et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Alors, est-ce que vous pensez que la crise que nous vivons en ce moment va nous permettre de sortir justement du chemin qui était déjà tracé? Est-ce qu'on saura, ce mot qu'on entend si souvent, se réinventer après ce qu'on a vécu, ou ce qu'on est en train de vivre, ou vous n'y croyez pas? Vous pensez, vous ne voyez pas les bonnes dispositions se prendre, ou ce monde changer favorablement? Vous demandez de prédire ce que je ne fais pas, mais je vais vous dire une chose. Non, c'est votre opinion que je vous demande. Parmi les choses qui sont, je peux simplement vous répondre par analogie. Parmi les choses qui sont très, 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 très troublantes, très intéressantes, la question, il y a une question majeure qui est la question de la Renaissance. Pourquoi est-ce que, à la Renaissance, brutalement, l'Europe s'est mise à dominer entièrement le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas dans une situation, au Moyen-Âge, pas une situation dans laquelle on pouvait imaginer un bouleversement de cette nature, la conquête du monde, la conquête technologique, l'écriture, l'imprimerie. Comment c'est possible? Associé à des remaniements des religions violents, comment c'est possible? Et il y a une coïncidence au sens étymologique, ça s'est passé juste après le plus grand drame qui soit arrivé de tous les temps en Europe, qui est la peste noire. C'est plus de 30% de la population. Et donc, après ce drame, il y a un rebond démographique extraordinaire, un rajeunissement massif, une libération de places, de postes, et que toutes les couches de la société étaient touchées. Et donc, ce renouvellement extrême précède juste la Renaissance. Et donc, c'est difficile de ne pas en faire un lien. Vous voyez, comme c'est difficile de ne pas faire un lien entre le boom, si vous voulez, japonais et allemand après la dernière guerre mondiale. C'est eux qui perdent, ils sont détruits. Enfin, l'Allemagne, c'est dans un état absolument
terrible et ça devient le pays le plus riche du monde en 30 ans. C'est extraordinaire. Donc la vie est compliquée. Voilà. Et les organisations sociales, la civilisation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, ça va avec ma vision d'évolution. Je pense que la plus grande partie de l'évolution est chaotique. Donc, il y a une partie qui est une évolution par glissement. Ça, c'est la dépendance au sentier. On évolue petit à petit, on avance sur une ligne qui est tracée et dont il est très difficile de sortir, extrêmement difficile de sortir. Et donc, ça aussi, c'est très bien expliqué par Baudrillard. Lui, il explique qu'il y a des simulacres. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est ma génération. Donc, quand Nixon a démissionné, ça représentait quelque chose qui nous apparaissait comme étant la preuve de la force de la démocratie. C'est un type qui démissionnait, donc c'est extraordinaire. Mais si vous regardez ce qu'a été la politique d'Amérique avant, après, c'est exactement la même. Donc, c'est un jeu de marionnettes. Vous voyez, donc, en réalité, le sentier était le même, et donc la politique a été exactement la même. Et si vous changez la marionnette qui est là-haut, ça ne change strictement rien. Je pense qu'il en est le même partout. Donc il y a une espèce, et puis de temps en temps, il y a des ruptures brutales, et ces ruptures brutales s'accompagnent de changements sociaux, parce qu'il y a une remise en cause qui est faite et qui amène à un rebond, je ne sais pas, je ne veux pas dire d'horreur, peut-être que la révolution culturelle explique le rebond chinois actuel, vous voyez. La Chine est en train de dominer le monde actuellement, peut-être que c'est la révolution culturelle qui a fait ça, c'est-à-dire de détruire toutes les positions en place pour faire renaître toute une génération très avide de s'imposer. Je n'en sais rien, mais vous voyez, les évolutions, il y a beaucoup d'historiens qui pensent ça. Toynbee explique ça très bien. Donc, c'est des sociétés qui vont mal, souvent une catastrophe, et à partir de cette catastrophe, si elles arrivent à rebondir, Toynbee dit une chose très, très intelligente, il dit les civilisations ne meurent pas, les civilisations se suicident. C'est-à-dire, si elles n'arrivent pas à répondre aux défis nouveaux qui leur sont posés, alors elles meurent. Et c'est parce qu'elles ne savent pas le faire. Bon, espérons qu'on en va arriver à rebondir après cette crise, évidemment. Je voudrais vous remercier. Rappeler aussi qu'on peut lire votre livre « Épidémie, vrai danger, fausse alerte » qui est paru en avril 2020 pour approfondir encore ces sujets. Et puis vous allez sortir très bientôt un ouvrage en février 2021, toujours chez Michel Lafon, « Carnet de guerre, Covid-19 » où on pourra continuer. Je rappelle bien sûr le titre de votre ouvrage « La science est un sport de combat ». Un très bon livre, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de vous accueillir en présentiel pour continuer à parler de toute votre action. Merci beaucoup, professeur Raoult. Au revoir. Je voudrais simplement rappeler qu'on peut acheter tous les livres, bien sûr, sur le site Festival du Livre de Marseille. Vous pouvez également demander des dédicaces. Il vous suffit de suivre toute la démarche sur le site. Et vous pourrez récupérer vos livres à la librairie Prado Paradis dédicacés dès le 21 décembre. Merci à vous tous et vous restez avec nous. On continue évidemment sur Festival de Marseille, Festival du Livre de Marseille.